Et elle l'a interrompu et a dit « Billy, ne me parle pas maintenant, je vais oublier la façon dont je veux le jouer. » Imaginez l'un des duos comiques les plus aimés du cinéma, riant, dansant, inarrêtables à l'écran, mais hors caméra, un ressentiment choquant couvait. Tony Curtis n'a jamais pardonné à Jack Lemmon et ce qui a finalement déclenché la rupture va vous époustoufler. À première vue, Tony Curtis et Jack Lemmon ressemblaient au duo comique parfait. Leur alchimie dans certains lame shows était naturelle, électrique et carrément hilarante. Le film est devenu l'une des plus grandes comédies jamais réalisées, un classique intemporel encore étudié dans les écoles de cinéma aujourd'hui. Mais ce que personne ne réalisait qui est à l'époque, c'est que derrière les rires incessants, une rivalité était déjà train de s'enraciner. Curtis ne se contentait pas de regarder Lemmon voler des scènes, il le ressentait. Les caméras les ont peut-être surpris bras dessus, bras dessous, mais privé, Curtis comptabilisait déjà les points. Curtis était entré à Hollywood avec son physique d'idole des matinées, présenté comme le séducteur capable de charmer n'importe qui. Lemmon, revanche, est arrivé par la porte de la comédie, l'homme ordinaire qui pouvait faire hurler le public de rire. Lorsqu'il partageait l'écran, ces deux images se heurtaient. Le public adorait le charme maladroit de Lemmon tout autant, voire plus, que le style suave de Curtis. Et ce déséquilibre a touché un point sensible car alors que le monde riait de Lemmon, Curtis avait l'impression qu'on se moquait de lui et il n'aimait pas ça. L'ironie, Curtis pensait que certains Lem Show le consacreraient comme un acteur comique sérieux, prouvant enfin qu'il n'était pas qu'un joli visage. Au lieu de cela, le film s'est transformé une vitrine pour le génie excentrique de Lemmon. Les critiques ont loué la comédie physique audacieuse de Lemmon, ses expressions faciales exagérées, même sa capacité à se glisser dans des vêtements féminins et à ne jamais perdre le rythme. La performance de Curtis était bonne, indéniablement bonne, mais comparée à celle de Lemmon, elle était sans risque. Et Hollywood ne récompense pas la sécurité. Ce déséquilibre les a suivis longtemps après que les caméras ont cessé de tourner. Lorsque la saison des prix est arrivée, Lemmon s'est prélassé dans les éloges, tandis que Curtis restait sur la touche, regardant un moment décisif pour sa carrière lui échapper. Il était dans l'industrie depuis plus longtemps, s'était battu plus fort pour être pris au sérieux. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, Lemmon est reparti avec la gloire. C'est alors que le sourire de Curtis a commencé à masquer autre chose, quelque chose de plus aiguisé, de plus froid, presque tacite. Curtis ne se plaindrait pas ouvertement. Bien sûr, Hollywood s'est construit sur le fait de garder les rancunes derrière des portes closes, mais les initiés ont remarqué une pause trop longue lorsque le nom de Lemmon est apparu dans la conversation. Un changement de sujet rapide lorsque les journalistes ont comparé leur carrière. Pour la plupart des gens, ils étaient toujours le duo inséparable de certains Lem Show. Mais Curtis, lui, commençait à voir Lemmon moins comme un partenaire et plus comme l'homme qui avait discrètement volé son tonnerre. Et le ressentiment n'a fait que croître avec le temps. Parce que pendant que la réputation de Lemmon montait flèche, Curtis s'est retrouvé coincé dans l'ombre d'un film qu'il pensait être son triomphe. Chaque rediffusion, chaque liste de magazines qualifiant Lemmon de génie comique, tout cela a érodé la fierté de Curtis. À l'extérieur, ils étaient amis. À l'intérieur, Curtis tenait déjà les comptes et le jeu était loin d'être terminé. Mais ce n'était que le début. Ce qui s'est passé dans les coulisses a révélé que cette rivalité n'était pas seulement professionnelle, elle était personnelle. Et une fois que les affronts ont commencé à s'accumuler, la rancune de Curtis s'est transformée en quelque chose de bien plus dangereux. Pour la plupart des fans, le faste d'Hollywood à la fin des années 1950 et au début des années 1960 ressemblait à un rêve. Les premières, les smokings, les lumières clignotantes, tout cela brossait un tableau d'harmonie et de succès. Mais si vous enleviez le glamour, il y avait une réalité plus sombre. Pour Tony Curtis, cette obscurité était le ressentiment rampant qu'il ressentait chaque fois que l'étoile de Jack Lemmon semblait briller plus fort. Curtis n'était pas qu'un acteur. Il s'était battu dur pour sa place. Issu d'une éducation difficile à New York, il s'est frayé un chemin dans le système des studios, gravissant les échelons depuis les petits rôles jusqu'à ce que son physique d'idole des matinées fasse de lui un nom rentable. Hollywood l'a vendu comme le garçon or, l'enfant chéri du charme et de la romance. Mais Curtis voulait plus que d'être le beau gosse,
il aspirait au respect, il voulait qu'on se souvienne de lui comme d'un acteur sérieux, le genre que les critiques Noviedekati ne pouvaient pas ignorer, et dans son esprit, certains l'aiment chaud était son ticket d'or. Mais pendant que Curtis courait après ce respect, Lemmon le récoltait sans effort. Il n'avait pas la mâchoire carrée, l'aura glamour ou le vernis de premier rôle. Au lieu de cela, Lemmon jouait l'homme ordinaire. Un peu idiot, un peu maladroit, mais infiniment attachant. Le public ne se contentait pas de rire de lui, il l'aimait. Et c'est ce genre d'amour que chaque acteur convoite secrètement. L'industrie l'a également remarqué. Peu de temps après, certains l'aiment chaud. Lemmon accumulait les récompenses et la reconnaissance, alors que Curtis se sentait coincé. Malgré toute son ambition, ses performances ne suscitaient pas la même reconnaissance critique. Des rumeurs circulaient dans les cercles hollywoodiens selon lesquelles Curtis ne pouvait pas supporter l'idée d'être considéré comme le beau gosse à côté de Lemmon, le vrai talent. Cette piqûre n'a fait que s'aggraver lorsque Lemmon a continué à jouer dans des projets plus prestigieux, des films qui lui ont donné de la gravité et des Oscars, tandis que Curtis était resté lié à des rôles qui mettaient de valeur son apparence plus que sa profondeur. Mais la douleur n'était pas seulement professionnelle, elle était personnelle. Curtis aurait mal pris le fait que des amis et des journalistes aient loué avec désinvolture le génie comique de Lemmon devant lui. Des initiés ont affirmé que Curtis balayait souvent cela avec un sourire, mais que privé, il bouillait. Certains se sont même souvenus de moments lors de fêtes où Curtis se moquait des manies de Lemmon, imitant sa voix ou exagérant ses maniérismes, des blagues qui avaient toujours un côté acerbe. Ce n'était pas juste des plaisanteries amicales, c'était l'amertume d'un homme qui se sentait piégé dans l'ombre d'un autre acteur. L'ironie est que Lemmon n'a jamais considéré Curtis comme un concurrent. Dans des interviews, Lemmon a fait l'éloge de Curtis, allant même jusqu'à le qualifier de sous-estimé et de sous-évalué. Mais pour Curtis, ces compliments ressemblaient à des rappels indirects de ce qui lui manquait. Le fossé entre eux s'est creusé et chaque récompense que Lemmon a recueillie était une autre entaille à la fierté de Curtis. Et pourtant, Curtis a gardé son image publique soignée, faisant semblant que tout allait peut-être bien. Hollywood, après tout, était une question d'apparence. Mais sous le smoking et le sourire, la jalousie le rongeait, jusqu'à ce qu'elle finisse par se manifester par de petits commentaires, des tons plus vifs et le genre de remarques qui alimenteraient plus tard les chroniques de potins hollywoodiens, parce que la vérité devenait plus difficile à cacher. Le ressentiment de Curtis ne mijotait plus. Il était sur le point de bouillir et les premières fissures ont commencé à apparaître d'une manière que personne ne pouvait ignorer. Cela a commencé petit, si petit que la plupart des gens l'ont manqué. Une remarque sournoise dans une interview, un rire qui ne sonnait pas tout à fait juste, ou un compliment qui ressemblait plus à une pique. Tony Curtis n'a jamais attaqué directement Jack Lemmon, mais les indices d'amertume ont commencé à transparaître. Ce n'étaient pas les blagues d'un homme à l'aise, c'étaient les piques de quelqu'un qui se sentait trompé, négligé et discrètement humilié. Les journalistes l'ont d'abord remarqué lorsqu'on lui a posé des questions sur « certains l'aiment chaud ». Curtis a souvent loué la réalisation de Billy Wilder, la puissance de la star Marilyn Monroe, même l'impact culturel du film. Mais quand il s'agissait de Lemmon, ces mots se faisaient courts. Quelques lignes, un signe de tête polie, rien de plus. Des initiés ont murmuré que Curtis minimisait délibérément les contributions de Lemmon, comme si lui accorder du crédit signifiait renoncer à sa propre prétention au génie, et lorsqu'on lui forçait la main, Curtis esquivait, plaisantant parfois que Lemmon était un clown naturel ou né drôle. Des expressions qui semblaient flatteuses à la surface, mais qui suggéraient réalité que Lemmon ne travaillait pas son art comme le faisait Curtis. Les remarques cinglantes ne se sont pas arrêtées là. Lors des fêtes hollywoodiennes, Curtis se moquait parfois des pitreries énergiques de Lemmon. Il imitait sa voix, exagérait ses expressions ou plaisantait sur le fait que le rôle de travesti de Lemmon dans certains l'aiment chaud n'était pas vraiment un jeu d'acteur sérieux. Les gens riaient, bien sûr. Curtis était charmant et à cette époque, on ne remettait pas question l'humour d'un premier rôle. Mais sous le rire, il y avait une piqûre. Il ne taquinait pas un ami, il sapait un rival. Même des années plus tard, lorsque les deux hommes étaient des icônes établies, les piques ont continué. Lors d'un point de presse, on a demandé à Curtis s'il aimerait retravailler avec Lemmon. Sa réponse, un sourire narquois, suivi de
Nous avons déjà fait de notre mieux ensemble, tout le reste serait de second ordre. Les fans ont pensé que c'était une plaisanterie spirituelle. Les initiés hollywoodiens ont entendu le tranchant dans sa voix. Pour eux, il était clair que Curtis n'avait jamais considéré Lemon comme un partenaire. Il le voyait comme la compétition qui lui avait volé sa gloire. Et pourtant, Lemon lui-même semblait inconscient, ou peut-être a-t-il simplement choisi de l'ignorer. Il parlait toujours chaleureusement de Curtis, louant son talent et son professionnalisme. Ce contraste n'a fait qu'alimenter les murmures. Pourquoi Curtis était-il si froid alors que Lemon était si aimable ? Certains ont spéculé que c'était de la culpabilité, d'autres ont pensé que c'était de l'envie. Quoi qu'il soit, cela a créé un étrange déséquilibre. Un homme construisant l'autre pendant que l'autre l'érodait petit à petit. À la fin des années 1970 et 1980, la querelle était pratiquement un secret de polichinelle. Les chroniqueurs hollywoodiens ont commencé à souligner légèrement la tension, citant les remarques peu flatteuses de Curtis sur les choix d'acteurs de Lemon. Un journaliste a même écrit que Curtis sourit lorsque le nom de Lemon est mentionné, mais c'est un sourire auquel on ne ferait pas confiance. Les fissures dans la façade s'élargissaient et bientôt tout le monde verrait la rancune pour ce qu'elle était vraiment. Mais le moment le plus choquant était encore à venir, parce que lorsque Curtis et Lemon ont été réunis pour des retrouvailles très médiatisées, des années de ressentiment silencieux ont explosé au grand jour et cela a été filmé. Au moment où les années 1980 sont arrivées, la tension entre Tony Curtis et Jack Lemmon n'était plus un murmure. Elle était visible, subtile pour le spectateur occasionnel, flagrante pour quiconque connaissait l'histoire. Les deux ont été invités à faire des interviews de retrouvailles pour certains, Lem Show, célébrant l'héritage du film et cimentant sa place comme l'une des plus grandes comédies de tous les temps. Pour le public, c'était censé être un rêve devenu réalité. Curtis et Lemon à nouveau ensemble, riant, se remémorant le passé et prouvant que leur lien avait résisté à l'épreuve du temps. Mais au lieu de cela, ce qui s'est déroulé a été un spectacle inconfortable qui a révélé plus que quiconque ne s'y attendait. Au début, tout semblait bien, ils ont souri, ont échangé des plaisanteries légères et ont raconté des histoires sur la réalisation géniale de Billy Wilder. Les fans et les journalistes ont ri avec Lemon qui livrait son esprit vif caractéristique, charmant sans effort la salle, mais pendant que Lemon se prélassait dans l'attention, Curtis s'est assis raide à côté de lui, la mâchoire serrée, son langage corporel sur la défensive. Ses réponses étaient courtes. Ses sourires semblaient forcés et il est devenu clair qu'il n'appréciait pas les projecteurs comme Lemon. Le contraste entre eux était impossible à manquer, Lemon rayonnant d'énergie, Curtis rayonnant d'irritation. Même à la caméra, la différence était flagrante, presque douloureuse à regarder. Puis est venue la question qui a mis le feu aux poudres. Un journaliste a demandé lequel d'entre eux avait eu le travail le plus difficile à jouer travesti. Lemon, ne manquant jamais un battement, a plaisanté disant que Curtis était trop beau robe et l'avait peut-être un peu trop apprécié. La salle a éclaté de rire, mais Curtis ne s'est pas joint à la fête. Son visage s'est assombri instantanément. Il a riposté par une remarque acerbe, accusant Lemon d'accaparer toujours les punchlines. L'humour a disparu, remplacé par une tension épaisse et glaciale. Tout le monde dans la salle l'a ressenti. Leur alchimie s'était fissurée grand. Et puis est venu le moment auquel personne ne s'attendait. Curtis s'est brusquement levé, a marmonné à voix basse et a quitté l'interview. Les caméras ont continué à tourner, capturant le silence maladroit qui a suivi. Lemon, essayant de sauver la situation, a balayé cela d'un rire nerveux, faisant une blague pour combler le vide. Mais il était trop tard. L'image était gravée dans l'esprit de tout le monde. Tony Curtis, quittant trombe l'homme que le monde croyait être son complice comique. Derrière des portes closes, la fureur de Curtis n'a fait que croître. Des amis se sont ensuite souvenus de lui train de fulminer d'être traité comme un faire-valoir pendant que Lemon obtenait toute la reconnaissance. Il s'est senti humilié, convaincu que les retrouvailles s'étaient transformées une nouvelle vitrine pour l'humour de Lemon à ses dépens.
Certains initiés ont affirmé que Curtis avait juré qu'il ne partagerait plus jamais une scène avec Lemon. D'autres ont dit qu'il s'était épanché sur le fait qu'il était injuste que Lemon soit toujours salué comme un génie. Alors que ses propres contributions étaient oubliées, ses retrouvailles, destinées à célébrer une comédie intemporelle, avaient au contraire exposé des décennies de ressentiments tacites. Lemon est passé à autre chose, se comportant avec sa grâce et sa bonne humeur habituelle, mais Curtis, lui, a gardé la piqûre de ce jour pour le reste de sa vie. Et bien que cette sortie ait choqué le public, ce n'était que la pointe de l'iceberg. Parce que les initiés hollywoodiens savaient que cette rancune couvait depuis des années et les histoires murmurées qui ont commencé à circuler ont révélé à quel point l'amertume de Curtis était profonde. Après ce fiasco de retrouvailles, les murmures à Hollywood se sont transformés potins à part entière. Des gens qui avaient travaillé avec Curtis au fil des ans ont affirmé que la querelle couvait depuis beaucoup plus longtemps que quiconque ne l'avait réalisé. D'anciens collègues se sont souvenus de petits moments sur le plateau. Des moments où Curtis levait les yeux au ciel devant les pitreries de Lemon ou marmonnait à voix basse lorsque Lemon obtenait un rire supplémentaire de l'équipe. Ce n'étaient pas que des agacements passagers, c'étaient de petites fissures dans une amitié qui n'avait jamais été aussi solide que les fans le croyaient. Des écrivains qui connaissaient les deux hommes ont répandu leurs propres histoires. Certains ont dit que Curtis ne pouvait pas supporter la façon dont Lemon volait des scènes sans effort, sans avoir l'air d'essayer. D'autres ont laissé entendre que les victoires aux Oscars de Lemon n'ont fait que mettre du sel sur la plaie, rappelant à Curtis la reconnaissance qu'il n'a jamais obtenue. Hollywood est une ville construite sur l'ego et même le plus petit déséquilibre peut se transformer en une cicatrice durable. Dans le cas de Curtis, cette cicatrice est devenue une rancune qu'il n'a jamais pu tout à fait secouer. La rumeur de l'industrie est allée encore plus loin. Il y avait des affirmations selon lesquelles Curtis avait un jour qualifié Lemon de clown smoking, rejetant son style d'acteur comme un spectacle bon marché. Une autre histoire suggérait que Curtis refusait d'assister à certains événements si Lemon était le centre d'attention, inquiet de se retrouver une fois de plus dans l'ombre. Que chaque rumeur soit vraie ou non n'avait pas d'importance. La perception à elle seule a alimenté le récit selon lequel Curtis ne pouvait jamais supporter le succès de Lemon. Ironiquement, la réputation de Lemon est restée irréprochable. Les collègues l'adoraient, les réalisateurs Linder l'ont loué et le public l'a chéri. Ce contraste n'a fait que rendre Curtis plus froid. Chaque fois que le nom de Lemon était mentionné termes élogieux, cela faisait de Curtis le seul amer, l'homme s'accrochant à une vieille blessure, et les potins hollywoodiens se nourrissent de ce genre d'histoire. Le garçon or devenu rival jaloux. À la fin des années 1980, la querelle faisait partie de leur histoire. Les vétérans de l'industrie parlaient à voix basse, ajoutant du combustible au mythe du duo fracturé, et Curtis, qu'ils l'admettent ou non, a continué à alimenter le feu avec ses remarques acerbes et ses rejets rapides. Ce qui avait commencé comme de la jalousie est maintenant immortalisé comme une légende hollywoodienne. Mais le vrai poids de cette légende a frappé le plus fort lorsque les gens ont comparé leurs héritages. Parce que lorsque l'étoile de Lemon a atteint de nouveaux sommets, Curtis a ressenti la piqûre d'être rappelé pour toutes les mauvaises raisons. Au fil des ans, le contraste entre Jack Lemmon et Tony Curtis est devenu impossible à ignorer. La carrière de Lemon a grimpé vers de nouveaux territoires, un que Curtis voulait désespérément mais n'a jamais pleinement atteint. Lemon n'était plus seulement le gars drôle, il gagnait des Oscars, jouait dans des drames acclamés par la critique et était salué comme l'un des plus grands acteurs de sa génération. Son nom est devenu synonyme à la fois de comédie et de prestige, un équilibre rare que peu atteignent. Curtis, quant à lui, a lutté contre le poids de son image. Peu importe à quel point il a essayé de se réinventer, Hollywood le voyait toujours comme le séducteur lisse, le beau visage avec une profondeur limitée. Il a décroché des rôles forts. Les rôles provocateurs ont prouvé qu'il avait du talent. Mais ces moments ont été éclipsés par la comédie classique qui l'a lié à jamais à Lemon. Pour Curtis, c'était une ironie amère.
Le film même qui était censé le redéfinir a fini par le piéger dans l'ombre de Lemon. Des interviews de cette époque ont révélé sa frustration. Curtis parlait souvent avec fierté de sa carrière. Mais lorsque le nom de Lemon est apparu, l'ambiance a changé. Il rejetait les comparaisons, insistant sur le fait qu'ils étaient des acteurs très différents. Pourtant, la tension était évidente. Les critiques et les fans, cependant, n'ont pas pu résister à la comparaison. Pour eux, Lemon avait atteint des sommets que Curtis n'avait jamais pu atteindre, et cette perception s'est lentement gravée dans leurs héritages. Dans les coulisses, des amis ont noté que Curtis n'a jamais cessé d'aspirer au respect que Lemon commandait. Il enviait non seulement les prix, mais aussi l'affection que Lemon gagnait auprès de ses pairs. Lemon était aimé même hors écran, rappelé comme généreux, humble et infiniment sympathique. Curtis, bien que charmant, était connu pour être agité, orgueilleux et parfois difficile. Cette différence de réputation n'a fait qu'approfondir le fossé entre leurs images publiques. La tragédie pour Curtis était qu'il était talentueux. Il avait de la portée, du charisme et de la présence. Mais l'histoire l'a souvent réduit à l'autre gars dans certains Lem Show. La trajectoire de carrière de Lemon est devenue la matière de la légende, tandis que l'héritage de Curtis est devenu plus compliqué. Et pour un homme qui aspirait à être rappelé comme plus qu'une simple belle apparence, ce déséquilibre était dévastateur. Pourtant, même avec le temps, la rancune ne s'est pas estompée. Curtis l'a emporté dans ses dernières années, l'ombre de Lemon planant sur ses réalisations. Et lorsque Curtis s'est finalement ouvert dans ses propres mots, la vérité derrière son amertume a été révélée d'une manière qui a choqué même les fans de longue date. Ce n'est que lorsque Tony Curtis a publié son autobiographie que la profondeur de sa rancune a vraiment fait surface. Dans les pages d'American Prince, il ne s'est pas retenu. Il a fait l'éloge du génie de certains, Lem Show. Mais quand il s'agissait de Jack Lemmon, ses mots portaient un tranchant. Curtis a admis qu'il s'était toujours senti éclipsé, comme si Lemon avait volé les projecteurs qui auraient dû être les siens. Il a écrit que pendant que les critiques applaudissaient la comédie sauvage et intrépide de Lemon, il semblait négliger les subtilités que Curtis avait apportées au rôle. Cette piqûre ne l'a jamais quitté. Encore plus révélatrices ont été ses remarques candides lors d'interviews faisant la promotion du livre. Curtis a ouvertement déclaré que Lemon avait eu des opportunités qu'il n'avait jamais eues et il n'a pas hésité à dire qu'ils méritaient plus de crédit pour leur film ensemble. Certains lecteurs ont été stupéfaits, s'attendant à ce que Curtis s'adoucisse avec l'âge. Au lieu de cela, il a redoublé d'efforts, indiquant clairement que son ressentiment ne s'était jamais estompé. Pour lui, Lemon n'était pas qu'une costard, il était un rappel de tout ce que Curtis estimait lui avoir été refusé. Ce qui a rendu cette révélation choquante, ce n'est pas seulement l'amertume, c'est combien de temps Curtis l'avait porté. Des décennies s'étaient écoulées. Lemon était décédé 2001, pourtant Curtis parlait encore de lui avec le genre de mordant que la plupart des gens réservaient aux blessures fraîches. Les fans qui adoraient leur chimie à l'écran ont été stupéfaits. Le partenariat parfait qu'ils avaient idolâtré était fracturé depuis le début, construit sur une base d'envie et de silence. Les initiés d'Hollywood n'ont pas été surpris. Cependant, beaucoup savaient depuis des années que l'orgueil de Curtis avait été meurtri par l'ascension de Lemon. L'autobiographie a simplement confirmé ce que les murmures avaient toujours suggéré. Fin de compte, ce n'est pas un seul incident ou une seule remarque acerbe qui a défini leur relation. C'était une rivalité de toute une vie que Curtis n'a jamais pu apaiser.